Mon frère Sam a disparu il y a 5 ans dans le parc national de Yellowstone. Hier soir, il a frappé à ma porte, mais il ne se souvient pas qui il est. La porte a tremblé sous les coups vers minuit. Ce n'était pas la sonnette, mais des coups sourds et violents donnés avec la paume de la main. J'étais en train de trier des papiers de boulot dans la cuisine. Je finissais un rapport à rendre lundi. J'habite dans la banlieue de Bozeman, dans le Montana. C'est calme la nuit ici, et le moindre bruit semble être un événement. J'ai d'abord pensé que c'était un voisin. Peut-être que Martin avait encore eu une crise cardiaque. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. Il y avait un homme sur le perron. Grand, maigre, complètement immobile. La lumière du lampadaire l'éclairait de haut en bas, faisant ressortir de l'obscurité ses cheveux emmêlés et sales qui lui tombaient sur les épaules, et son visage anguleux et couvert d'une barbe de 3 jours. Il était pieds-bas nus, malgré la fraîcheur de la nuit d'octobre. Il était vêtu de haillons qui ressemblaient plutôt au reste d'une veste de voyage et d'un jean. Il ne bougeait pas, il restait là, debout, le regard fixé devant lui, sur ma porte. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. 5 ans, c'est long. Son visage avait changé, il était buriné, dur. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux. La même couleur, le même regard. C'était Sam, mon petit frère Sam, vu pour la dernière fois à l'entrée d'un sentier de randonnée à Yellowstone. Les recherches ont duré 3 mois. Des hélicoptères, des centaines de bénévoles, des chiens, des caméras thermiques. Rien. Pas un bout de vêtement, pas une trace, pas le moindre indice. Il a été officiellement déclaré mort il y a 2 ans. Et le voilà qui se tient sur le pas de ma porte. J'ai ouvert la porte, il n'a pas bougé, pas même un cil. Il regardait juste à travers moi. Il sentait la terre humide, les feuilles pourries et quelque chose d'autre, d'inconnu et d'âcre, comme l'ozone après un orage. « Sam ?» ai-je demandé. Ma voix était rauque, comme si j'avais perdu ma voix. Il a lentement tourné son regard vers moi. Il ne me reconnaissait pas. Rien. Le vide. « Entre » ai-je dit en m'écartant. Il est entré dans la maison aussi lentement et mécaniquement qu'il se tenait sur le porche. Il s'est arrêté au milieu du couloir et s'est figé, regardant autour de lui avec une curiosité distante, comme s'il était dans un musée. Je fermai la porte et tournai la clé. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux oreilles. Mon cerveau refusait d'accepter ce qui se passait. Ce n'était pas possible. C'était un rêve, une hallucination due à la fatigue. Mais le froid qui émanait de son corps était bien réel. La saleté qui tombait de ses haillons sur mon tapis était bien réelle. Je l'ai conduit dans la cuisine. Il s'est assis sur une chaise que je lui ai approchée et s'est figé à nouveau. Je lui ai versé un verre d'eau et l'ai posé devant lui. Il a regardé le verre pendant quelques secondes, puis l'a pris et l'a bu d'un trait, sans s'arrêter. Je lui ai demandé s'il voulait manger. Il a hoché la tête, une seule fois, clairement et sans émotion. La façon dont il mangeait était le premier signe vraiment inquiétant. J'ai sorti du frigo les restes de poulet de la veille, du pain et du fromage. Il mangeait à une vitesse incroyable, pas comme quelqu'un qui a faim et qui savoure son repas, mais comme une machine qu'on alimente en carburant. Il ne mâchait pas vraiment, il avalait les morceaux. En 3 minutes, il avait mangé tout ce que je lui avais donné. Puis il m'a regardé et j'ai compris qu'il avait encore faim. J'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le frigo. Un paquet de lait, la salade de la veille, une boîte de haricots en conserve. Il a mangé ça aussi. Il a juste percé le sac de lait avec son doigt et a bu le contenu comme ça. Quand il a fini de manger, il s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai posé des questions simples. « Sam, tu te souviens de moi? Je suis Alex. » Il me regardait, la tête légèrement inclinée, comme s'il essayait de comprendre le sens de ces sons inconnus. Aucune réaction. « Tu te souviens de maman? De papa? » Silence.
Où étais-tu pendant tout ce temps? C'est là qu'il a parlé. Sa voix était faible, rauque, à cause de son long silence. Je suis passé par un endroit où le temps fait mal, dit-il. Et c'est tout, pas un mot de plus. Il l'a dit comme un fait incontestable, comme s'il avait traversé une forêt ou traversé une rivière à la nage. Je lui ai demandé de m'expliquer ce que cela signifiait, mais il s'est tu à nouveau et a fixé un point dans le vide. J'ai décidé qu'il avait besoin de se laver. Je l'ai emmené dans la salle de bain et j'ai ouvert l'eau chaude. Il était resté sous la douche, immobile, tandis que des filets de saleté coulaient le long de son corps sur le carrelage blanc. Quand il est sorti, je lui ai donné un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement. C'est alors que je l'ai vu. Sur sa poitrine, juste au-dessus du plexus solaire, il y avait une cicatrice. Ça ne ressemblait pas à une coupure accidentelle ou à une brûlure. C'était une marque. Brûlée sur la peau, ancienne mais nette, c'était un motif complexe, à mi-chemin entre un labyrinthe et le schéma d'une puce électronique. Le motif était asymétrique et ne ressemblait à aucun symbole connu. La peau autour était lisse, sans trace d'inflammation. Il n'avait jamais eu cette marque auparavant. Je l'ai touchée avec mon doigt. La peau était froide au toucher, comme si elle n'était pas vivante. Sam n'a pas réagi à mon contact. Il a enfilé ses vêtements et je l'ai conduit dans la chambre d'amis. Il s'est assis sur le bord du lit. Je pensais qu'il allait s'allonger, mais il est sitôt resté assis, les mains sur les genoux. Au bout d'1 minute, ses yeux se sont fermés. Il ne respirait pas fort, comme quelqu'un qui dort. Sa poitrine bougeait à peine. Il s'était simplement évanoui. Je suis resté debout à le regarder pendant une dizaine de minutes, essayant de comprendre ce que je devais faire. Appeler la police, l'hôpital, à ses parents, ils avaient bon vécu un enfer, 5 ans auparavant. Leur dire que leur fils était revenu, mais qu'il n'était plus le même, comment allaient-ils le prendre? Je suis retourné dans la cuisine et je me suis assis à table. L'adrénaline redescendait, laissant place à une peur sourde et tenace. Je regardais l'horloge. 28 minutes s'étaient écoulées. J'entendis des pas légers. Sam se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il avait dormi exactement 30 minutes, à la seconde près. « Ne leur dis pas que je suis là », dit-il de la même voix calme et sans vie. « À qui ?» demandai-je. « À personne », répondit-il. « Ne leur dis pas que je suis rentré. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda la cour arrière sombre. Sa demande n'était pas émotionnelle. Ce n'était pas un appel à l'aide ni une supplication. C'était une instruction, comme s'il me transmettait une partie des règles du jeu auquel il jouait depuis 5 ans. Il passa le reste de la nuit sans dormir. Il a juste fait les rondes dans la maison, lentement, de pièce en pièce. Parfois, il s'arrêtait quelques minutes pour regarder un objet. Un livre sur une étagère, une vieille photo de moi sur le mur, une tasse sur la table. Il ne touchait rien, il regardait juste. Je le suivais, n'osant pas le laisser seul. Plusieurs fois dans la nuit, il est allé au frigo et a mangé tout ce qu'il pouvait trouver, toujours à la même vitesse effrayante. Puis, il a recommencé à faire le tour de la maison. Toutes les quelques heures, il s'arrêtait là où il était, sur une chaise, contre un mur, au milieu de la pièce, et s'endormait, pendant exactement 30 minutes. Puis, il se réveillait et continuait son chemin. Vers le matin, je n'en pouvais plus, et je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans le moteur de recherche tout ce qui me venait à l'esprit. Disparu à Yellowstone, disparitions étranges, symboles sur le corps, amnésie après une disparition. Les résultats étaient classiques, des articles sur des accidents, des attaques d'ours, des théories tombent sur des tueurs en série, rien sur des marques, brûlées, sur des gens qui dorment une demi-heure ou sur des endroits où le temps fait mal. J'ai cherché pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que le ciel gris du matin commence à s'éclaircir derrière la fenêtre. Rien, absolument rien, qui puisse expliquer, même de loin, ce qui se passait.
Quand le jour s'est levé, je suis retourné dans le salon. Sam était debout près de la fenêtre, regardant la rue. Les voitures se commençaient déjà à sortir. Les gens allaient au boulot. Notre banlieue tranquille se réveillait. Il avait l'air d'un élément étranger dans ce tableau, un vestige d'un autre monde, accidentellement abandonné dans le mien. Il s'est tourné vers moi. « Ils vont nous chercher », dit-il. « Qui ? La police ?» demandai-je. Il ne répondit pas, il me regardait simplement, et pendant une fraction de seconde, quelque chose qui ressemblait à de la peur passa dans ses yeux. Pas une peur humaine, mais la peur d'un animal traqué qui entend les chasseurs approcher. Puis cette expression disparut, laissant place au vide habituel. Il s'approcha de moi. « J'ai besoin d'un endroit calme, sans fenêtre, » dit-il. Je pensais à la cave, une pièce sombre et isolée, sans fenêtre, que j'utilisais comme débarras pour mes vieilleries. J'ai hoché la tête. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça, pourquoi j'obéissais à ces demandes bizarres et illogiques. Probablement parce que c'était tout ce qui me restait de mon frère. Et j'avais peur que si je faisais quelque chose de travers, il disparaisse à nouveau, pour de bon cette fois. Je l'ai emmené au sous-sol. Il a descendu les escaliers, a regardé autour de lui et a hoché la tête. Je lui ai laissé une bouteille d'eau et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. Mais quand je suis remonté, j'ai compris que j'étais devenu complice. Complice de quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Je me suis assis dans la cuisine et j'ai regardé mon téléphone. L'écran affichait un appel manqué de ma mère. J'ai compris qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, j'allais devoir lui mentir, lui dire que tout allait en bien, qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles de Sam. Et ce mensonge me semblait être le premier pas dans la même direction que celle qu'avait prise mon frère. Vers un endroit où tout allait mal, l'appel de ma mère a sonné à 8 heures pile, comme prévu. Elle m'appelait 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Aujourd'hui, c'était jeudi. Je regardais l'écran lumineux, sa photo, et je sentais ma bouche s'assécher. Je suis descendu au sous-sol avant de répondre. Sam était assis sur une vieille caisse en bois dans un coin, dos à l'escalier. Il ne bougeait pas. L'air du sous-sol était froid et sentait la poussière et le béton. Je suis remonté, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai enfin répondu. « Salut maman », ai-je dit en essayant de parler le plus normal possible. « Salut mon chéri, comment ça va ? Tout va bien ?» Sa voix était enjouée, mais j'entendais toujours cette petite note d'inquiétude qui était apparue, il y a 5 ans, et qui ne disparaissait jamais. « Oui, tout va bien. Je croule sous le boulot, comme d'hab. » Mentis-je. On parla de choses sans importance, du temps, de ses voisins, du fait que mon père devait changer l'huile de la voiture. C'était notre rituel, parler de tout sauf de l'essentiel. Le nom de Sam n'était jamais prononcé en premier. Il restait toujours suspendu dans les silences. « Pas de nouvelles ?» finit-elle par demander. Elle posait cette question à chaque fois avec la même intonation, pleine d'espoir et d'humilité à la fois. « Non, maman, rien », répondis-je. Le mot « rien » me resta coincé dans la gorge. À ce moment-là, je sentis physiquement un mur se dresser entre ma famille et moi. Avant, on était ensemble dans notre chagrin. Maintenant, j'étais seul, de l'autre côté. « D'accord, mon chéri, je voulais juste demander. Prends soin de toi, on t'aime. » « Moi aussi », ai-je répondu avant de raccrocher. Je me suis assis sur une chaise de cuisine et j'ai longuement fixé un point devant moi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je n'entendais aucun bruit provenant du sous-sol. J'ai décidé qu'il fallait agir de manière systématique. La panique et les émotions ne mèneraient à rien. J'ai pris un bloc-notes et un stylo. Premièrement, observation. Deuxièmement, sécurité. Troisièmement, collecte d'informations.
Cela ressemblait à un plan pour apprivoiser un animal sauvage et imprévisible, et cette pensée m'a rendu malade. Je suis redescendu au sous-sol. Sam était dans la même position. Je me suis approché. Ses yeux étaient fermés. Un nouveau cycle de sommeil de 30 minutes. J'ai décidé de profiter du moment. J'ai soulevé doucement le bord de son t-shirt. La marque sur sa poitrine semblait encore plus étrange dans la lumière tamisée de la lampe. J'ai sorti mon téléphone et l'ai photographié, en essayant de capturer le motif aussi clairement que possible. Puis, j'ai pris son visage de profil et de face. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être pour me prouver que c'était réel, que je n'étais pas fou. Pendant qu'il dormait, j'ai examiné ses pieds. Elles étaient dans un état épouvantable. La peau était couverte d'échymoses, d'égratignures et d'échardes. Mais elles ne présenteront pas de plaies purulentes graves, comme on aurait pu s'y attendre chez quelqu'un qui avait marché pieds nus pendant on ne savait combien de temps. Les blessures semblaient sèches, comme si le processus de cicatrisation se déroulait différemment dans son corps. Je suis monté chercher une trousse de premiers secours, du désinfectant et des bandages. Quand il s'est réveillé, il a juste ouvert les yeux, sans transition entre le sommeil et l'éveil. Je me suis assis en silence devant lui et j'ai commencé à soigner ses pieds. Il observait mes gestes sans aucun intérêt. Il ne semblait ni souffrir, ni éprouver de gratitude. Quand j'ai fini et bandé ses deux jambes, il s'est simplement levé et s'est retiré dans un autre coin de la cave. J'ai passé toute la journée à essayer de travailler à la maison. Je répondais à des emails, corrigeais des rapports, mais mes pensées étaient ailleurs. Toutes les demi-heures, je descendais sous prétexte de lui apporter à manger ou à boire. Il mangeait comme avant. Je lui ai apporté la casserole de soupe de la veille. Il l'a bu directement dans la casserole, en quelques secondes. Puis, il a mangé une miche de pain entière. J'ai calculé qu'il mangeait en une journée à peu près autant que moi en une semaine. Et il ne prenait pas de poids. Son corps restait aussi maigre et musclé. Ses cycles de sommeil et d'éveil étaient parfaits. J'ai réglé le minuteur de mon téléphone. 30 minutes de sommeil, puis environ 2 à 3 heures d'activité. Son activité consistait à marcher dans le sous-sol ou à contempler immobile le mur de béton. Il n'essayait pas de sortir, il ne montrait aucun signe d'inquiétude. Il existait simplement dans cet espace clos, comme si c'était son environnement habituel. Vers le soir, j'ai réalisé que les réserves de nourriture dans la maison touchaient à leur fin. Je devais aller faire des courses. L'idée de le laisser seul m'angoissait. L'idée de l'emmener avec moi m'angoissait encore plus. J'ai décidé de tenter le coup. Je suis descendu vers lui. « Je dois m'absenter 1 heure, lui ai-je dit. Ne sors pas d'ici, n'ouvre à personne. » Il m'a regardé et a hoché la tête, une seule fois. Ça m'a suffi. Le trajet jusqu'au supermarché a été un vrai calvaire. J'ai rempli mon caddie à ras-bord. Conserves, pain, pâtes, viande, lait. J'ai acheté les aliments les plus caloriques et les plus simples que j'ai pu trouver. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. La caissière, une jeune fille, a regardé avec étonnement la quantité de nourriture. « Vous vous préparez pour la fin du monde ?» a-t-elle dit en plaisantant. J'ai esquissé un sourire et j'ai marmonné quelque chose à propos d'une grande fête le week-end. À chaque instant passé hors de la maison, j'imaginais le pire. Il était sorti, les voisins l'avaient en vue, la police était arrivée. J'ai pris la voiture et suis rentré en roulant à toute vitesse. Quand je suis arrivé, la maison était silencieuse. La porte de la cave était toujours fermée. Je suis descendu. Sam était assis par terre. À côté de lui, il y avait un morceau de charbon qui avait dû se détacher du vieux barbecue dans le coin. Tout le sol en béton autour de lui était couvert de lignes. Ce n'étaient même pas des gribouillis sans sens. C'étaient des schémas, des motifs complexes et labyrinthiques, comme la marque sur sa poitrine. Il les avait dessinés avec une précision et une rapidité incroyables. Le sol ressemblait à la page du journal intime d'un ingénieur fou.
J'ai posé les sacs de nourriture à côté de lui, sans un mot. Il a arrêté de dessiner et s'est mis à manger, directement dans les emballages, sans utiliser de couvert. Je me suis accroupi et j'ai commencé à regarder les dessins sur le sol. Ils s'entremêlaient, se superposaient, formant une sorte de carte en 3 dimensions. Au centre de ce chaos, il y avait un élément qui se répétait, un symbole ressemblant à un œil, traversé par 3 lignes parallèles. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé en montrant le dessin. Sam a arrêté de manger et a regardé le sol. Il a touché le symbole central avec son doigt. « L'entrée », a-t-il dit. « L'entrée où ?» Il n'a pas répondu. Il s'est remis à manger. Plus tard dans la soirée, il s'est passé autre chose. J'étais assis à l'étage et j'essayais de faire correspondre la photo de la marque sur sa poitrine avec les dessins sur le sol du sous-sol en les recopiant dans mon carnet. Soudain, une voiture avec un pot d'échappement défectueux est passée dans la rue, faisant un bruit fort et sec. Un fracas a retenti dans le sous-sol. Je me suis précipité en bas. Sam ne criait pas. Il se tenait au milieu de la pièce dans une position bizarre et pas naturelle. Son corps était tendu à l'extrême, les genoux pliés, les bras collés au corps. Il fixait la porte du sous-sol avec une telle concentration qu'on aurait dit qu'il s'attendait à ce qu'elle explose. Ses pupilles étaient dilatées. Ce n'était pas une réaction de peur. C'était la réaction d'un combattant prêt à attaquer ou à se défendre. Quelques secondes plus tard, quand le bruit de la voiture s'est estompé au loin, il s'est lentement détendu et il est revenu à son état apathique habituel. J'ai compris que certains sons provoquaient chez lui une réaction programmée, et ce programme n'était pas lié à la peur, mais à une disposition à la violence. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon bureau, à regarder encore et encore les dessins que j'avais transférés dans mon carnet. La carte, la marque, le symbole « entrée », la phrase « l'endroit où le temps fait mal ». C'étaient les pièces d'un puzzle que mon cerveau n'arrivait pas à assembler. J'ai rouvert mon ordinateur portable, mais cette fois, je ne cherchais pas à l'aveuglette. J'ai téléchargé la photo de la marque sur sa poitrine et j'ai lancé une recherche par image. Après des heures de recherche, je n'avais toujours rien. Le système ne trouvait aucune correspondance avec un symbole, un logo ou une œuvre d'art connue. J'ai alors essayé autre chose. J'ai ouvert les cartes satellites de Yellowstone, la région où il avait disparu. J'ai passé des heures à scruter la toile vert-brun des montagnes, des forêts et des rivières, essayant de trouver quoi que ce soit qui ressemble au schéma dessiné par Sam Inutile. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un état. J'étais sur le point d'éteindre tout ça quand une idée m'était venue à l'esprit. Je suis redescendu au sous-sol. Sam était assis sur une caisse, plongé dans une nouvelle phase de sommeil de 30 minutes. Je me suis approché de lui et lui ai dit doucement « Sam, où se trouve l'entrée ?» Je ne m'attendais pas à une réponse, mais sans ouvrir les yeux, il a prononcé quelques de mots, doucement et mécaniquement, comme s'il jouait un enregistrement. 712, sous le géant endormi. Puis il se tue à nouveau. 712. Qu'est-ce que ça veut dire? Un numéro de route? Des coordonnées? Une altitude? Et le géant endormi? Ça pouvait être le nom d'une montagne, d'un rocher, n'importe quoi. À Yellowstone, il y a des dizaines d'endroits avec des noms officieux comme ça. Je suis retourné à mon ordi. J'ai tapé dans la barre de recherche. Yellowstone géant endormi. Il y avait plusieurs résultats. Ce nom désignait une chaîne de montagnes, un rocher isolé et même un groupe d'arbres d'une forme particulière. Mais un lien a attiré mon attention. C'était un vieux forum de randonneurs, un message datant d'il y a 10 ans. Un des utilisateurs mentionnait le « géant endormi » comme nom local de la montagne Electra Peak, si on la regardait depuis un certain point au nord du parc. J'ai ouvert la carte Electra Peak.
C'était loin de l'endroit où les recherches officielles pour Sam avaient daté lieu, très loin. Dans une partie sauvage et presque inexplorée du parc. J'ai zoomé sur la carte, il n'y avait pas de route, seulement des montagnes et des bois. J'ai regardé ce point sur la carte, puis mes notes dans mon carnet. 712. Sous le géant endormi. Pour la première fois depuis 2 jours, j'ai ressenti non seulement de la peur, mais aussi une direction précise. Un plan. Je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas, mais je savais que je devais y aller. J'ai regardé le calendrier. On était vendredi. J'avais mon week-end. J'ai fermé mon ordinateur portable. La maison était silencieuse. Je savais que mon frère, qui n'était plus mon frère, était assis dans la cave. Et je savais que la réponse à ce qui lui était arrivé ne se trouvait pas dans cette maison ni dans cette ville. Elle se trouvait là-bas, à des centaines de kilomètres, dans une région sauvage, au pied d'une montagne que quelqu'un avait un jour baptisée le géant endormi. Et j'allais y m'y rendre, je le devais. J'ai commencé mon vendredi par un mensonge. J'ai appelé au boulot pour dire que j'avais un gros problème de famille qui m'obligeait à partir tout de suite. J'avais l'air assez convaincant, en partie parce que ce n'était pas complètement faux. J'avais un problème, et c'était un problème familial. J'ai ensuite envoyé un petit message à ma mère pour lui dire que je partais en week-end avec des potes et que je serais injoignable, pour qu'elle ne s'inquiète pas si je ne répondais pas au téléphone. Chaque mot me semblait être une trahison. J'ai passé les heures suivantes à me préparer. D'abord, Sam. Je suis descendu à la cave avec 2 énormes caisses que j'ai remplies de nourriture, des conserves de viande, des litres d'eau, plusieurs pains, des paquets de biscuits, des sachets de fruits secs. J'ai tout posé par terre dans un coin. Ça aurait dû suffire à une personne normale pour 2 semaines. Je n'étais pas sûr que cela suffirait à Sam pour 2 jours. « Je pars », lui ai-je dit. Il était assis par terre, recouvrant à nouveau le sol de ses croquis au charbon. Il s'est arraché à son travail et m'a regardé. « Je reviendrai dimanche soir ou lundi matin. Ne bouge pas d'ici, surtout pas. » Il n'a rien répondu, il m'a juste regardé. Puis son regard s'est posé sur la nourriture. Il s'est lentement approché du tiroir, a pris une boîte de conserve, l'a ouverte à main nue, en pliant le couvercle comme s'il était en aluminium, et a commencé à manger. J'ai regardé ses doigts, ils ne saignaient même pas. Je suis monté en silence et j'ai fermé la porte. Puis, j'ai rassemblé mes affaires. Mon sac à dos, mon sac de couchage pour les températures négatives, ma tente. J'ai sorti mes des vieilles chaussures de randonnée du débarras. J'ai imprimé une carte topographique détaillée de la partie nord de Yellowstone, où se trouvait Electra Peak. J'ai chargé mon GPS portable et une batterie externe. J'ai pris une lampe LED puissante et des piles de rechange. Comme outil, j'ai pris un couteau de chasse lourd que mon père m'avait offert il y a longtemps et une grande bombe de spray au poivre contre les ours. Je ne pensais pas aux ours. Je pensais au fait que je ne savais absolument pas ce que j'allais les trouver là-bas. J'ai mis en dernier dans mon sac à dos le carnet dans lequel j'avais redessiné les schémas trouvés sur le sol et le signe sur la poitrine de Sam. Le trajet entre Bozeman et l'entrée nord du parc a pris un peu plus d'1 heure. Plus je m'éloignais de la ville, plus le paysage devenait sauvage et désert. Des montagnes rocheuses se dressaient l'une contre le ciel gris. La route serpentait entre elles comme un mince ruban noir. Je roulais en silence, sans allumer la radio. 2 mots et un chiffre tournaient dans ma tête. Le géant endormi. 712. Ça ressemblait à des divagations de fou. Je risquais mon boulot, j'avais menti à ma famille, et je roulais vers une région sauvage en me basant sur les paroles d'un homme qui ne se souvenait même pas de son nom. Plusieurs fois, j'ai été sur le point de faire demi-tour, rentrer chez moi, appeler la police et remettre Sam au médecin. Leur dire que j'avais fait tout ce que je pouvais. Mais ensuite, je me suis souvenu de ses yeux quand il avait parlé de « l'endroit où le temps fait mal ». Il n'y avait pas de folie dans son regard. Il y avait de la connaissance, une connaissance terrible, brûlante, mais une connaissance,
et j'ai continué à rouler. J'ai laissé la voiture sur un petit parking en gravier au bord de la route que j'avais trouvé sur la carte. Il n'y avait aucun panneau ni aucune indication touristique, juste un endroit où l'asphalte laissait place à la forêt. D'après mes calculs, c'est là que devait commencer un vieux sentier abandonné. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules et je suis entré dans la forêt. Les premières heures ont été les plus difficiles. Le sentier était à peine visible parmi les arbres tombés et les buissons épais. Je vérifiais constamment la carte et le GPS. L'air était froid et pur. Le silence était oppressant. Il n'y avait aucun bruit de la ville, juste le bruissement du vent dans les cimes des pins et ma propre toux. Je me suis arrêté plusieurs fois pour écouter. J'avais l'impression que quelqu'un me surveillait. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais que des arbres et des pierres. C'était un sentiment irrationnel, mais il ne me quittait pas. Electra Peak, le géant endormi, se profilait devant moi, son sommet caché dans les nuages. De cet angle, il ressemblait vraiment à un homme allongé sur le dos, le profil pointu tourné vers le ciel. J'ai marché le long du pied de la montagne, me frayant un chemin à travers les arbres abattus. Je cherchais n'importe quel repère, n'importe quel signe, n'importe quoi qui pourrait être le chiffre 712. J'ai inspecté chaque vieil arbre, chaque gros rocher. Les heures passaient. Le soleil commençait à décliner vers l'ouest. J'avais presque perdu espoir, pensant que tout ça n'était qu'une erreur. Et puis je l'ai trouvé. Ce n'était ni une plaque ni une inscription. C'était une pierre, un gros rocher plat, à moitié enfoui dans le sol et recouvert de mousse. Sur sa surface, quelqu'un avait gravé 3 chiffres il y a très longtemps. Le temps et les intempéries les avaient presque effacés, mais en regardant sous un certain angle, on pouvait les deviner. 712. La pierre se trouvait dans un petit creux, caché de la pente principale. Impossible de la trouver par hasard. Je me suis mis à genoux et j'ai passé mes doigts sur les chiffres froids et gravés. C'était réel, tout cela était réel. Je n'étais pas devenu fou. Le soulagement était si fort que mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis resté assis près de la pierre pendant quelques minutes, essayant de reprendre mon souffle. Maintenant, j'étais sous le géant endormi. Je me tenais près de la pierre indicatrice. La montagne planait au-dessus de moi. Que signifie « sous » ? J'ai commencé à inspecter méthodiquement les environs de la pierre dans un rayon de 100 mètres. Je cherchais une grotte, une crevasse, quelque chose qui pourrait être une entrée. La pente de la montagne était raide et rocheuse, couverte de pins nains. Je l'ai trouvée presque par hasard. Mon pied a glissé sur les éboulis et, pour ne pas tomber, je me suis agrippé à un épais buisson de genévrier qui poussait directement dans la roche. Le buisson a cédé et j'ai aperçu une tache noire, un trou sombre, presque parfaitement rond, d'un diamètre d'un peu plus d'1 mètre. Il était si bien caché qu'il était facile de passer à 2 pas sans le remarquer. Une odeur froide émanait du trou. C'était la même odeur que celle que j'avais sentie sur Sam la première nuit. Une odeur âcre et stérile, d'ozone. J'ai sorti ma lampe et l'ai allumée. Le faisceau de lumière s'est noyé dans l'obscurité, sans toucher ni le fond, ni les parois. Ce n'était pas simplement une grotte ou une caverne. C'était l'entrée d'une caverne profonde. J'ai éclairé les bords de l'ouverture. La pierre était anormalement lisse, comme si elle avait été fondue. Il n'y avait pas d'éclat ni de traces d'érosion. Les bords étaient arrondis, comme si quelque chose à très haute température avait traversé la roche, laissant ce tunnel derrière lui. Je savais que je devais entrer. C'était le but de mon voyage, mais la peur était presque physique. Elle paralysait mes muscles. Je me tenais sur le seuil de quelque chose de complètement inconnu. Derrière moi, il y avait un monde familier. La forêt, les montagnes, le ciel. Devant moi, un trou noir dans la roche qui sentait l'ozone. J'ai jeté un coup d'œil à mon carnet, au dessin de Sam, au symbole qu'il avait appelé
L'entrée. Il ne ressemblait pas à cette cavité ronde. Peut-être m'étais-je trompé? J'ai de nouveau braqué ma lampe vers l'intérieur, en dirigeant le faisceau vers la paroi du tunnel, juste après l'entrée. Et c'est alors que je l'ai vu. Des symboles étaient gravés sur la surface lisse et sombre. Des dizaines de symboles. Ils étaient à peine visibles, comme s'ils avaient été tracés avec un objet très fin et très pointu. C'étaient les mêmes motifs que ceux sur la poitrine de Sam, les mêmes labyrinthes qu'il avait dessinés sur le sol de ma cave. Tous mes doutes s'évanouirent. J'avais trouvé l'endroit. Le soleil était presque couché derrière la crête. Il allait bientôt faire nuit noire. J'aurais pu planter ma tente ici et attendre jusqu'au matin. Ça aurait été raisonnable. Sûr, mais je ne pouvais pas attendre. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour rester assis à l'entrée. Je devais savoir ce qu'il y avait là-dedans. J'ai vérifié les sangles de mon sac à dos, ajusté mon couteau à ma ceinture. J'ai activé l'enregistrement de mon itinéraire sur mon GPS pour ne pas me perdre, même si je doutais que le signal satellite fonctionne sous terre. Mais ce geste m'a donné un peu plus d'assurance. La lampe torche a éclairé les premiers 2 mètres du tunnel. Les murs étaient lisses, presque polis, et couverts de ces motifs sans fin. Le tunnel descendait en pente douce mais constante. J'ai vérifié la batterie de ma lampe frontale, et l'IP était pleine. J'ai fait un pas en avant, franchissant le seuil de pierre lisse, et je suis entré dans l'obscurité. Franchir le seuil, c'était entrer dans un autre monde. La chaleur de mon corps et la lumière de ma lampe furent instantanément absorbées. L'air était immobile, froid et sec, avec une forte odeur d'ozone qui n'était plus seulement perceptible, mais semblait dense, presque tangible. Le plus étrange était l'absence de bruit. Mes pas sur le sol lisse ne produisaient aucun écho. Le bruit de mes bottes, ma respiration, tout était sourd, court, comme si les murs l'absorbaient. J'ai toussé pour vérifier, et le son s'est éteint à 1 mètre de moi. C'était un silence absolu, contre nature, qui appuyait sur mes tympans. Le tunnel descendait en pente douce, le sol et les murs étaient faits du même matériau sombre, presque noir, lisse au toucher, comme de l'obsidienne polie. Il n'était pas froid comme la pierre habituelle. Il était neutre, il n'absorbait ni ne restituait la chaleur. Et il y avait des motifs partout. Je les suivais avec le faisceau de ma lampe. Ils n'étaient ni gravés, ni sculptés. Ils faisaient partie intégrante de la structure même du matériau, comme des veines dans le marbre. Des lignes complexes et entrelacées que mon cerveau essayait désespérément, mais en vain, de mettre en ordre. Parfois, dans la lumière latérale de la lampe, on aurait dit qu'elle bougeait, qu'elle se fondait lentement les unes dans les autres. Mais dès que je fixais mon regard, elle se figeantait à nouveau. Au bout de quelques minutes, je me suis arrêté et j'ai sorti mon GPS. Comme je m'y attendais, l'écran affichait aucun signal. Mon téléphone était aussi inutile. J'étais coupé du monde. Le seul repère était le tunnel qui menait vers l'avant et vers le bas. J'ai continué à avancer. Le temps a commencé à se comporter bizarrement. J'ai marché, selon moi, pendant au moins 1 heure. Mes jambes me faisaient mal à cause de l'effort constant pour marcher en descente. Mais quand j'ai regardé ma montre, les aiguilles indiquaient que seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Je me suis arrêté, les yeux rivés sur le cadran. L'aiguille des secondes avançait régulièrement. J'ai secoué la tête, mettant tout ça sur le compte du stress et de la désorientation dans cet environnement monotone. Mais après ce qui m'a semblé être 15 minutes de marche, la montre indiquait que près d'1 heure s'était écoulée. Ma perception du temps était complètement déréglée. J'ai cessé de me fier à mes sensations et j'ai commencé à ne plus croire que ma montre, aussi bizarre que cela puisse paraître. J'ai compris que c'était ce dont Sam parlait. Le temps ici souffrait. Il ne s'écoulait pas de manière régulière, mais s'étirant, se contractant et se comprimant. Le tunnel a commencé à se ramifier.
À gauche et à droite, des passages sombres et lisses identiques sont apparus, s'enfonçant dans une obscurité impénétrable. Ils étaient identiques au tunnel principal. Il n'y avait aucun panneau indicateur. J'aurais pu facilement me perdre dans ce labyrinthe. Mais je me suis souvenu des paroles de Sam à propos de la marque sur sa poitrine. La marque, c'est une carte. Je n'avais pas de marque, mais j'avais un dessin dans mon carnet. Je l'ai sorti et j'ai commencé à le comparer aux motifs sur les murs. Ils ne correspondaient pas. J'ai compris que la carte ne servait pas à s'orienter à l'extérieur, mais à savoir où aller à l'intérieur. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à suivre le tunnel principal, le plus large, qui menait tout droit vers le bas. J'ai trouvé la première preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. À la lumière de ma lampe, quelque chose a brillé contre le mur. C'était un mousqueton d'alpinisme. Moderne, en alliage léger. Je l'ai ramassé. Le métal était bizarrement déformé, tordu, comme s'il avait été chauffé et serré dans un point. Il y avait des traces de corrosion à la surface, mais ce n'était pas de la rouille. Le métal semblait se désagréger en fibres. Je tenais dans mes mains un objet qui semblait avoir à peine quelques années, mais qui donnait l'impression d'être un artefact ayant passé un millénaire dans le sol. Je l'ai jeté et j'ai continué mon chemin. L'inquiétude a fait place à une peur sourde et consciente. Après un autre long trajet déformé par le temps, le tunnel s'est soudainement terminé. Il m'a mené à un rebord surplombant une immense caverne, aux dimensions inimaginables. Ma lampe était incapable de l'éclairer entièrement. Elle ne faisait que révéler quelques beaux fragments dans l'obscurité. Le plafond se perdait quelque part au-dessus, bien au-delà de la portée de la lumière. Et au centre de cette caverne se trouvait la chose. Ce n'était ni un bâtiment, ni une formation naturelle. C'était une structure faite du même matériau noir que les tunnels. Mais ici, elle était vivante. Elle était composée de centaines de piliers et d'arcs entrelacés qui se courbaient selon des angles impossibles, formant une sorte de squelette de créatures géantes et extraterrestres. Toute la structure était couverte des mêmes motifs, mais ici, il brillait. Une lumière bleutée et terne, émanait de l'intérieur, pulsant à un rythme lent et irrégulier. La structure émettait un grondement grave, à peine audible, que je ressentais plus dans ma poitrine que dans mes oreilles. L'air était lourd. Je le voyais scintiller et trembler à la surface de la structure, comme une brume au-dessus d'un asphalte brûlant. J'ai regardé à nouveau ma montre. L'aiguille des secondes s'est arrêtée pendant 3 secondes, puis a fait un bond de 5 divisions en avant, puis 2 en arrière. Le temps ici n'était pas simplement perturbé, il était brisé. J'ai trouvé un petit chemin qui descendait vers la base de la structure. J'ai descendu lentement, sans quitter des yeux ce monolithe qui pulsait. Au pied de la structure, il y avait des déchets, pas des déchets naturels, mais des déchets humains, des morceaux de tissu déchirés, du matériel cassé, des restes de sacs à dos pourris. Et au milieu de ce bazar, je l'ai vu, un sac à dos bleu avec un écusson en forme de feuille, d'érable. Le sac à dos de Sam, celui avec lequel il était parti pour sa dernière expédition. Je me suis précipité vers lui. Le tissu était fragile, comme du vieux papier. Je l'ai touché, et il s'est effrité sous mes doigts. Les boucles métalliques étaient tordues et recouvertes de la même corrosion fibreuse, étrange que le mousqueton, comme si ce sac à dos était y resté là pendant des centaines d'années. J'ai dézippé doucement ce qui restait de la fermeture et clair. À l'intérieur, parmi les chiffons pourris, il y avait un truc qui n'avait presque pas souffert. Le journal de voyage de Sam dans une pochette imperméable. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert. Les premières pages étaient et remplissent des notes habituelles d'un randonneur, description de l'itinéraire, du temps, des animaux rencontrés. Tout ça s'arrêtait à la date de sa disparition. Les pages suivantes étaient vides. Et puis, autre chose commençait. Plusieurs dizaines de pages étaient entièrement recouvertes des mêmes schémas labyrinthiques,
dessiné avec une obsession maniaque. Puis le texte reprenait. L'écriture était irrégulière, à peine lisible. Ça chante. Je l'entends depuis plusieurs jours. Ça m'appelait. J'ai trouvé l'entrée. Elle n'était pas sur les cartes, elle était dans ma tête. Le temps ne s'écoule pas normalement ici. Parfois, une minute dure une éternité. Parfois, une journée passe en une seconde. J'ai arrêté de faire confiance au soleil. Je ne fais plus confiance qu'au grondement. Je continuais à feuilleter, sautant les pages remplies de diagrammes insensés. Et je trouvais la dernière note. Elle était écrite plus clairement, comme dans un moment d'illumination. J'ai compris. Ce n'est pas un piège. Ce sont des portes. Ils ne t'emmènent pas. Ils te guident. Après un certain temps, après tout. Mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu peux te désintégrer, te perdre dans l'écho des secondes. C'est pour ça qu'ils te marquent. Au début, ça fait mal, très mal, mais la marque, c'est une encre, c'est une carte et une clé. Elle te garde entier pendant que tu traverses cet endroit où le temps est brisé. Elle efface l'ancien chemin et en trace un nouveau. J'ai vu d'autres personnes, celles qui marchaient sans marque. Il ne restait d'elles que ces objets, l'écho des gens. Je ne veux pas être un écho. Je veux revenir. Ils ont dit que c'était le seul moyen de revenir. Je dois traverser la structure. Je suis prêt. Sous cette note, il y avait une date. Elle était 5 ans après la date de la disparition de Sam. Il avait écrit ça récemment. J'ai levé les yeux du journal et j'ai regardé la structure qui pulsait d'une lumière bleue. J'ai tout compris. Mon frère n'était pas une victime qui s'était perdue dans la forêt et qui était tombée par hasard sur cet endroit. On l'avait amené ici, on l'avait préparé, on l'avait marqué comme du bétail, on lui avait donné une carte gravée dans sa propre chair et on l'avait envoyé à travers ses portes. Et il était revenu, pas 5 ans plus tard. Pour lui, ça avait été beaucoup moins long, ou beaucoup plus long. Qui sait? Il était revenu différent, vide, parce qu'il avait payé son voyage avec son temps, avec ses souvenirs, avec sa personnalité. Je me tenais au cœur de cet endroit impossible, tenant le journal de mon frère entre mes mains. Maintenant, je savais ce qui lui était arrivé, et j'ai compris que Sam, assis dans mon sous-sol, n'était pas un homme qui avait survécu. C'était ce qui restait après avoir payé le prix fort. J'ai regardé le monolithe lumineux et bourdonnant. Les questions « Pourquoi a-t-il fait ça ?» et « Qui sont ils ?» ont résonné dans le silence mort et sans écho. J'étais debout dans le silence assourdissant de la caverne, et le grondement provenant de la structure centrale semblait pénétrer directement dans mes os. La décision vint d'elle-même, dictée non pas par la bravoure, mais par l'instinct animal de survie. Je devais partir d'ici, tout de suite. Je rangeais soigneusement le journal de Sam dans mon sac à dos, le fermais et sans me retourner, commençais à remonter le sentier jusqu'à la corniche d'où j'étais descendu. Chaque pas était difficile. J'avais l'impression que la structure bleue pulsante me regardait dans le dos. Je m'attendais à tout. Un changement dans le grondement, des flashs lumineux, l'apparition de quelqu'un ou de quelque chose dans les tunnels latéraux. Mais rien ne se passait. Le silence absolu et l'indifférence de cet endroit étaient bien plus effrayants que n'importe quelle poursuite. Le chemin du retour par le tunnel principal fut un cauchemar. Maintenant que je connaissais la nature de cet endroit, je percevais tout différemment. Les murs lisses ressemblaient à la peau d'un organisme géant. Les motifs qui les ornaient formaient d'hameçons système nerveux. J'avançais aussi vite que possible, trébuchant sans cesse sur le sol plat. La paranoïa grandissait, il me semblait percevoir des mouvements dans l'obscurité des passages latéraux. Je m'arrêtai brusquement, dirigeant le faisceau de ma lampe vers l'obscurité. Mais je ne voyais que du vide. Je savais que c'était le fruit de mon imagination, mais ça ne m'aidait pas. La distorsion du temps est devenue encore plus palpable. Le monde au-delà du faisceau de ma lampe s'est transformé en une substance visqueuse et instable. Je courais, suffoquant dans l'air immobile.
mais le paysage autour de moi ne changeait pas. Un tunnel noir sans fin. Quand j'ai enfin aperçu devant moi un faible cercle de lumière grise, la sortie, j'ai failli crier de soulagement. Je me suis précipité hors du trou dans la roche, sur un ébouli, et je suis tombé à genoux, haletant pour respirer de l'air frais. Il sentait les aiguillons de pin et la terre humide. Je me suis retourné. L'ouverture noire dans la montagne dégageait toujours une odeur de froid et d'ozone. Elle ressemblait à un œil mort, encastré dans la roche. J'ai regardé le ciel. Il était couvert d'étoiles. C'était la nuit. J'ai sorti mon téléphone. Il s'est allumé. La date affichée était samedi, presque minuit. J'étais entré dans le tunnel vendredi soir. Selon ma montre, je n'y avais passé que quelques heures, mais dans le monde réel, une journée entière s'était écoulée. J'avais perdu une journée. Je l'avais tout simplement rayée de ma vie. Le prix à payer pour entrer et sortir était plus élevé que je ne le pensais. Le chemin du retour vers ma voiture dans l'obscurité a été une épreuve pour mes nerfs. Chaque craquement de branches, chaque bruissement dans les buissons me faisait sursauter et saisir le couteau à ma ceinture. La forêt ne me semblait plus être simplement une nature sauvage. Elle était désormais un écran derrière lequel se cachait quelque chose d'impossible. Je ne me sentais pas comme un touriste, mais comme un profanateur qui avait dérobé un secret dans un temple ancien et attendait maintenant un châtiment imminent. Je suis arrivé à ma voiture seulement au petit matin. J'étais complètement épuisé, physiquement et moralement. J'ai démarré le moteur et j'ai pris la direction de Bozeman, sans m'arrêter. Tout au long du trajet, je repassais dans ma tête les lignes du journal de Sam. Il marque les gens. Ils ont dit que c'était le seul moyen de revenir. Qui étaient ces îles? Des gens? Des membres d'une sorte d'expérience gouvernementale secrète? Ou autre chose? Quelque chose qui vit dans cet endroit et l'utilise comme une station, et les gens comme du matériel jetable? Cette idée était la plus effrayante, parce que si c'était le cas, en allant là-bas et en prenant le journal, j'avais attiré leur attention. Je suis rentré chez moi le dimanche matin. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Une maison calme, tranquille, ordinaire, à la périphérie de la ville. Mais je savais qu'à l'intérieur, dans le sous-sol, se trouvait la preuve vivante que le monde n'était pas ce qu'il semblait être. Je suis entré, j'ai fermé la porte derrière moi, et je suis immédiatement descendu. La première chose que j'ai remarquée, c'était la nourriture intacte. La plupart des énormes provisions que j'avais laissées étaient encore là, dans un coin. Sam n'avait presque rien mangé. C'était le premier changement. Le deuxième, c'était le sol. Il était propre. Sam avait effacé tous ses dessins au charbon. Il était assis par terre au milieu de la cave, dos à moi. Il était occupé. Je me suis approché. Il prenait les petits objets qu'il trouvait dans le sous-sol. De vieux boulons, des clous rouillés, des morceaux de fil de fer, des éclats de bois provenant de caisses, et construisait quelque chose sur le sol. C'était une maquette miniature incroyablement complexe en 3 dimensions. Le modèle de cette structure que j'avais vue dans la grotte, il ne se contentait pas de la recréer de mémoire. Il la construisait avec une précision d'ingénieur, assemblant les pièces à des angles impossibles, créant une structure ajourée et irrégulière d'environ 35 cm de haut. Il était complètement absorbé par ce processus. Je suis resté là à le regarder pendant quelques minutes. Il n'était plus un simple réceptacle vide. Il était actif. Il ne se souvenait pas. Il reproduisait. J'ai pris une grande inspiration. « Sam », ai-je dit. Ma voix a résonné trop fort dans le silence du sous-sol. J'étais là-bas. À Electra Peak, j'ai trouvé la porte. Il s'est figé. Sa main, qui serrait le clou rouillé, s'est arrêtée à quelques millimètres de la structure. Très lentement, pas comme une personne normale, mais comme une tour mécanique qui tourne, il a tourné la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient aussi vides qu'avant, mais quelque chose avait changé. Ils étaient plus concentrés,
Il ne regardait pas à travers moi, mais directement vers moi. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé qu'il ne répondrait pas. Puis il a parlé. Sa voix était toujours aussi faible et sans vie, mais ses mots étaient clairs. « Le chemin a été emprunté », a-t-il dit. « Le passage se ferme. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? « Ils savent donc que tu étais là », a-t-il continué sans me quitter des yeux. « Tu as laissé une trace, tu as rompu le silence. » Après ces mots, il s'est retourné et a repris son travail, ajustant soigneusement un clou à sa miniature, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Je reculai lentement vers l'escalier. La prise de conscience me frappa avec une force physique. Ils savent. Ceux qui ont construit cet endroit, ceux qui ont marqué mon frère, ils savent que j'étais là. Je n'étais plus un simple observateur, essayant de percer le mystère du passé. Je faisais désormais partie de ce mystère. J'étais devenu un problème. Je suis sorti de la cave et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai tourné la clé dans la serrure. Mais cette fois, je ne fermais pas la porte pour empêcher Sam de sortir. Je le faisais dans une vaine tentative d'empêcher quelque chose d'entrer. Ma maison n'était plus une forteresse. C'était devenu un piège. Et j'ai compris que la créature dans ma cave n'était pas juste ce qui restait de mon frère. C'était un relais, une antenne. Et elle venait d'envoyer un signal pour dire qu'un intrus était dans son réseau. Je me suis assis par terre dans le couloir, adossé à la porte de la cave. Je n'avais jamais été aussi en danger de toute ma vie. Et j'étais complètement seul. J'ai passé les jours suivants assiégé dans ma propre maison. Je ne suis pas sorti dans la rue. J'ai tiré tous les rideaux. J'ai commandé des repas à domicile en laissant une note au livreur pour qu'il dépose les paquets devant la porte. Je dormais par intermittence, 1 heure ou 2, assis dans un fauteuil du salon, face à la porte d'entrée. Chaque voiture qui passait, chaque aboiement dans la rue me faisait sursauter. Le monde derrière mes fenêtres continuait à vivre sa vie normale et routinière. Cette banalité me semblait désormais fragile et fausse. Je savais que sous la fine croûte de cette réalité se cachait un abîme, et j'avais attiré son attention. Je descendais régulièrement à la cave. Sam ne parlait plus. Il était complètement absorbé par son travail. Sa copie miniature de la porte devenait de plus en plus complexe. Il travaillait avec la précision et la concentration d'un neurochirurgien, ajoutant de nouveaux détails à partir des déchets qu'il trouvait dans la cave. J'ai arrêté d'essayer de lui parler. Je lui apportais juste à manger et à boire, qu'il prenait maintenant sans presque lever les yeux de sa création. Et puis, sa construction était finie. C'était un mardi, 1 semaine après mon retour de Yellowstone. Je suis descendu et j'ai vu Sam assis dans un coin, regardant simplement sa création. Elle se trouvait au milieu du sous-sol, une structure complexe et asymétrique, faite de métal rouillé et de bois pourri, d'un peu plus d'1 mètre de haut. Elle était à la fois laide et fascinante, et elle émettait un grondement, très grave, à peine perceptible. Je l'ai d'abord ressenti non pas avec mes oreilles, mais comme une vibration dans le sol qui se répercutait dans mes os. Je me suis approché. L'air autour de la structure scintillait, comme dans une grotte. J'ai retiré ma montre et l'ai posée délicatement à côté de la maquette. L'aiguille des secondes a fait 2 petits tours, s'est arrêtée, puis a bondi en avant, sautant plusieurs secondes. Sam n'avait pas simplement construit une maquette, il avait créé une minuscule encre fonctionnelle de cet endroit. Il en avait attiré un fragment ici, dans mon sous-sol. Le jeudi, on est devenu chez moi. Personne n'a frappé à la porte, juste la sonnette, poliment et avec insistance. J'ai regardé par le Judas. 2 hommes en uniforme de service public se tenaient dodés sur le perron. L'un d'eux tenait un appareil qui ressemblait à un théodolite. Ils n'avaient même pas l'air menaçant. Ils avaient l'air ennuyeux et officiels. J'ai entrouvert la porte avec la chaîne. « Bonjour »,
On est du cadastre, a dit le plus âgé. On fait une inspection de routine des réseaux. On peut vous poser quelques questions? Quel genre de questions? Ai-je demandé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Certains habitants du quartier se sont plaints de perturbations sur le réseau électrique et de vibrations bizarres. Avez-vous remarqué quelque chose de ce genre? Il parlait calmement et de manière professionnelle, mais ses yeux m'observaient attentivement, ainsi que la fente de la porte et l'obscurité de la maison derrière moi. Non, tout va bien, ai-je répondu. D'accord, a acquiescé l'homme. Nous allons simplement vérifier le périmètre de votre propriété avec nos appareils. Ça ne prendra pas longtemps. C'est la procédure habituelle. Je regardais l'appareil que son collègue tenait dans ses mains. Il ressemblait à du matériel de géodésie, mais j'ai remarqué un symbole gravé sur son boîtier. Un œil barré de 3 lignes. Le même symbole, d'entrée, que celui qui figurait sur les dessins de Sam. « Merci, je suis pressé », ai-je dit en commençant à fermer la porte. « Bien sûr », a répondu l'homme. Son visage était resté impassible. « Bonne journée ». J'ai fermé la porte et verrouillé toutes les serrures. Je me suis précipité vers la fenêtre et, après avoir tiré le rideau, j'ai regardé dehors. Ils n'ont rien mesuré. Ils sont restés silencieux pendant quelques secondes. Puis le plus âgé a dit quelque chose dans un petit micro, fixé au col de sa veste. Après ça, ils ont fait demi-tour, sont montés dans une camionnette blanche banalisée et sont partis. Ce n'était pas un contrôle, c'était une reconnaissance. Ils avaient confirmé avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Le soir même, je l'ai remarqué. Je me lavais les mains et j'ai accidentellement regardé mon avant-bras. Sur ma peau, à l'endroit où j'avais probablement appuyé contre le mur du tunnel pour ne pas tomber, il y avait une tache pâle et grisâtre. Je l'ai frottée avec du savon, mais elle n'est pas partie. Je me suis approché d'une lampe et j'ai regardé de plus près. Ce n'était pas juste une tache. À l'intérieur, on voyait un motif, incroyablement pâle, comme un filigrane sur du papier. Mais il était bien là, un morceau du même labyrinthe qui était gravé sur la poitrine de Sam. Je n'avais pas été brûlé. Je n'avais pas été marqué. La marque n'avait pas été apposée à l'extérieur, elle venait de l'intérieur. J'ai compris qu'il avait suffi de visiter cet endroit. J'avais respiré son air, parcouru ses couloirs. J'avais touché ses murs, et il m'avait touché en retour. Il avait semé sa graine en moi. Je suis descendu au sous-sol. Sam était assis à sa place habituelle. Il ne regardait ni sa construction, ni moi. Il regardait le mur. Je me suis assis par terre en face de lui. Pour la première fois depuis tout ce temps, je n'avais pas peur de lui. Je ressentais un lien étrange et terrifiant. Il n'était pas seulement mon frère. Il était mon avenir. J'ai tendu la main et lui ai montré la tache sur ma peau. Il a lentement tourné son regard vers elle. Ses yeux vides ne reflétaient rien. Mais le bruit de sa structure est devenu un peu plus fort pendant un instant. 3 semaines ont passé depuis. Les hommes en uniforme ne sont plus revenus. Le motif sur ma main est devenu plus net. Il s'assombrit lentement, prenant du relief, comme si un réseau complexe de vaisseaux sanguins fins se formait sous ma peau. Je ne mange plus beaucoup, et je ne dors presque plus. Parfois, je m'endors sur une chaise pendant 30 minutes, et je me réveille en me sentant reposé. Parfois, je descends à la cave, et je m'assois avec Sam, dans le silence, qui n'est rompu que par le faible grondement de sa structure. Il ne me regarde jamais. Je pense qu'il attend que ma marque soit prête. Moi aussi, j'attends.